Ma famille m'a banni de la veille du Nouvel An, tu es une honte. Je l'ai passé seul. Ma famille m'a banni de la veille du Nouvel An. Tu es une honte. Je la passe seul. À minuit 15, mon beau-frère a appelé en panique. Qu'est-ce que tu as fait? Papa a vu la couverture de Forbes et s'est effondré. Si vous avez déjà été la brebis galeuse de votre famille, celle à qui l'on répétait constamment qu'elle n'arriverait jamais à rien, alors vous savez exactement à quel point une fête de fin d'année peut sembler glaciale. Je m'appelle Camille et j'ai 33 ans. J'étais assise sur un canapé très usé dans mon minuscule appartement loué à Aubervilliers, enveloppé dans une couverture très fine et qui grattait. Dehors, par mon unique fenêtre pleine de courants d'air, la lointaine silhouette de Paris explosait en de brillants éclats d'or et de pourpre. Des millions de personnes à travers la ville acclamaient, buvaient du champagne hors de prix et célébraient le début d'une toute nouvelle année. Moi, en revanche, je buvais un verre parfaitement médiocre de cidre mousseux bon marché, complètement seul dans l'obscurité. Je n'avais invité aucun ami, et mon téléphone ne vibrait pas exactement de vœux chaleureux pour les fêtes. Ma famille avait dit explicitement que ma présence à leur somptueux gala du Nouvel An serait une honte massive. Ils m'ont dit que je mettrais simplement tous leurs amis riches et de l'élite des affaires incroyablement mal à l'aise. Alors, je suis resté à l'écart. J'ai respecté leurs limites. Je me suis assise dans le noir et j'ai regardé l'horloge numérique de mon micro-ondes passer lentement minuit. C'était une petite existence très calme et pathétique. Ou du moins, c'est exactement ce qu'ils croyaient fermement. J'ai passé les 3 dernières années de ma vie enfermée à l'intérieur de ce même appartement. Pendant que ma sœur sortait acheter des sacs à main de créateurs et que mon père menait son empire régional de vente au détail à la ruine, je survivais avec des nouilles instantanées et de l'eau du robinet. J'ai passé des milliers d'heures à fixer un écran d'ordinateur lumineux jusqu'à ce que mes yeux brûlent et que ma vision se brouille. J'ai souffert d'intenses et suffocantes crises de panique lorsque le solde de mon compte bancaire descendait en dessous de 50 €. J'ai appris toute seule à coder, à construire des algorithmes prédictifs complexes et à repenser entièrement la mécanique des chaînes d'approvisionnement mondiales. J'ai déversé chaque once de mon âme, de ma colère et de mon besoin désespéré de leur prouver qu'ils avaient tort dans un programme d'intelligence artificielle hautement sophistiqué. Personne dans ma famille ne savait ce que je faisais réellement. Ils supposaient juste que j'étais une étudiante fainéante ayant abandonné la fac, qui dépérissait dans une pièce sombre. Ils pensaient que j'étais un échec. À exactement minuit 15, le silence lourd et paisible de mon appartement a été violemment brisé. Mon téléphone a commencé à vibrer agressivement contre le bois bon marché de ma table basse. Le bourdonnement soudain m'a fait légèrement sursauter, renversant quelques gouttes de cidre gazeux sur mon pantalon de jogging. Je me suis penché en avant et j'ai regardé l'écran lumineux. L'identification de l'appelant a fait clignoter un nom que je ne m'attendais vraiment pas à voir ce soir. C'était Hugo. Hugo est mon beau-frère de 36 ans. Il est avocat d'affaires senior dans un cabinet parisien très prestigieux, et c'est un homme farouchement ambitieux qui, d'habitude, ne me parle qu'avec une condescendance dégoulinante. Il a épousé ma sœur aînée Chloé il y a 5 ans et s'est parfaitement intégré à la dynamique toxique de ma famille. Il m'a toujours traité comme une tâche embarrassante sur leur portrait de famille absolument parfait. C'est le genre d'homme qui porte des costumes sur mesure lors des dîners de famille décontractés, juste pour rappeler à tout le monde exactement combien d'argent il gagne. J'ai fixé le téléphone vibrant pendant un long moment, regardant son nom clignoter encore et encore. Une personne normale aurait pu ressentir une soudaine bouffée d'anxiété. Une sœur normale se serait inquiétée qu'il y ait eu un terrible accident au gala, mais je connaissais ma famille beaucoup trop bien. Hugo ne m'appellerait jamais, en aucune circonstance, à minuit et quart pour me souhaiter une bonne année. S'il m'appelait en ce moment même, alors qu'il était censé frayer avec des investisseurs d'élite dans l'immense domaine de mon père, c'est que quelque chose avait terriblement, horriblement mal tourné pour eux. J'ai pris une lente et profonde inspiration, j'ai pris le téléphone et j'ai glissé mon doigt sur l'écran pour répondre. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire bonjour. Avant que je puisse prononcer une seule syllabe, le bruit chaotique et terrifiant du monde extérieur a complètement inondé mon salon silencieux. À travers le petit haut-parleur de mon téléphone, je pouvais entendre le hurlement perçant et incomparable des sirènes d'ambulance déchirant le bruit de fond. C'était une symphonie chaotique de voix hurlantes et de pure panique. Mais le son le plus fort de tous était la voix de Hugo. Il hurlait littéralement dans le combiné, son ton professionnel et poli habituel complètement remplacé par une rage frénétique et tremblante. « Qu'est-ce que tu as foutu, bordel » a rugi Hugo, sa voix se brisant sous la pression intense.
Es-tu complètement folle, Camille? Dis-moi ce que tu as fait à l'instant. Je pouvais clairement entendre ma mère, Élise, sangloter hystériquement en arrière-plan. Ses gémissements aigus résonnaient terriblement à travers le téléphone, ressemblant à ceux d'une femme qui regardait son monde entier se réduire en cendres. J'ai légèrement éloigné le téléphone de mon oreille, grimaçant face au volume de leur effondrement collectif. Je n'ai pas paniqué. J'ai simplement reposé mon verre de cidre sur la table basse et j'ai écouté le chaos absolu se dérouler à leur somptueuse fête. Je suis assise dans mon salon à regarder les feux d'artifice, Hugo, ai-je répondu, ma voix parfaitement calme et entièrement dénuée de toute émotion. Je fais exactement ce qu'on m'a dit de faire. Je reste très loin de vos vacances parfaites. Ne joue pas à l'idiote avec moi, petite peste égoïste, a-t-il craché en retour, le venin dans ses mots complètement indéniables. Nous étions tous debout dans le grand salon en attendant le compte à rebours de minuit. Ton père, Guillaume, avait sa tablette ouverte sur le flux financier de Bloomberg, comme il le fait toujours. Il voulait vérifier les marchés asiatiques juste avant le toast au champagne. Mais au lieu de l'indice du marché, il a vu ton visage. Ton visage était placardé en plein sur la première page des actualités financières. Hugo a fait une pause, prenant une respiration lourde et saccadée, essayant désespérément d'attraper assez d'air pour continuer à me crier dessus. Je pouvais entendre un ambulancier crier des instructions au loin. Il a vu le rapport exclusif, a continué Hugo, sa voix vibrant de haine pure. Il a lu le grand titre à voix haute pour toute la pièce. Il disait que tu étais l'unique fondatrice d'une start-up d'intelligence artificielle pour les chaînes d'approvisionnement. Et il disait que tu venais de vendre l'entreprise entière à Zenith Global pour 1,2 milliard d'euros dans un accord historique en espèces. Comment as-tu osé garder ce secret massif pour la famille? Comment as-tu osé nous humilier de la sorte? J'ai laissé ces questions frénétiques suspendues dans les airs. Je me suis adossé aux coussins usés de mon canapé, fixant le plafond sombre. La déclaration financière publique avait enfin été mise à jour. L'acquisition de l'entreprise était officiellement dans le domaine public. Ton père a lu le titre, a fait tomber sa tablette, et s'est immédiatement effondré, se tenant la poitrine, a hurlé Hugo, m'accusant pratiquement d'un meurtre. Il est tombé droit dans la tour de coupe de champagne en cristal. Il y a du verre brisé et du vin renversé partout. Il a 62 ans, Camille, et il ne respire pas bien actuellement. Les ambulanciers sont en train de le charger sur une civière en ce moment même à cause de ton petit coup monté. Tu as donné à ton propre père une grave crise cardiaque. J'ai écouté sa respiration frénétique et les cris chaotiques se déroulant à leur somptueuse fête. J'ai réalisé à ce moment précis qu'il n'appelait pas par amour, et il n'appelait certainement pas par véritable inquiétude pour la santé de mon père. Ils appelaient parce qu'ils avaient vu une étiquette de prix à 10 chiffres soudainement attachée à la fille qu'ils venaient de bannir définitivement de leur table à manger. Hugo a agressivement menacé que s'il arrivait quoi que ce soit à Guillaume, il utiliserait personnellement tout son cabinet d'avocats pour me poursuivre en justice pour chaque centime que je venais de gagner. Il a juré qu'il gèlerait mes actifs, me traînerait devant les tribunaux de grande instance, et me laisserait absolument sans le sou pour avoir intentionnellement infligé une détresse émotionnelle à la famille. Il pensait sincèrement pouvoir m'intimider avec son diplôme de droit et son vocabulaire corporatif agressif. Il croyait pouvoir me harceler pour me soumettre, comme il le faisait toujours lors des réunions de famille. Je ne me suis pas précipité pour me défendre contre ces revendications juridiques ridicules. Je n'ai pas demandé si mon père allait survivre à la nuit. Je n'ai pas offert un seul mot d'excuse pour mon immense succès. J'ai juste appuyé sur le bouton rouge de l'écran de mon téléphone et j'ai instantanément coupé ces hurlements frénétiques. Le silence soudain et lourd qui a de nouveau envahi mon appartement était incroyablement paisible. J'ai jeté le téléphone sur le coussin à côté de moi. Hugo apportait un couteau à beurre en plastique à une guerre nucléaire, et j'étais plus que prête à le regarder essayer de s'en servir. Je me suis levé de mon canapé usé et j'ai marché dans ma petite cuisine faiblement éclairée. Le sol en lino bon marché était glacial contre mes pieds nus. J'ai regardé la bouteille de cidre mousseux posée sur le comptoir, je l'ai prise, et j'ai versé tout le contenu restant dans l'évier en acier inoxydable. J'ai regardé les bulles tourbillonner autour de l'évacuation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Je n'aurais plus jamais besoin de boire du cidre bon marché. Ma vie avait fondamentalement changé à la seconde où l'horloge avait sonné minuit, et il était temps pour moi d'entrer enfin dans ma nouvelle réalité. J'ai marché vers le placard de l'étroit couloir et j'ai sorti mon lourd manteau d'hiver noir. C'était un vieux manteau délavé que j'avais acheté dans une friperie il y a 3 ans, mais il était incroyablement chaud.
J'ai pris mes clés de voiture sur le comptoir de la cuisine, j'ai glissé mon téléphone au fond de la poche de mon manteau, et j'ai passé la porte de mon appartement, verrouillant solidement le pen dormant derrière moi. Une fille normale et aimante serait absolument hystérique en ce moment. Une fille normale dévalerait les escaliers, des larmes coulant sur son visage, priant désespérément n'importe quel dieu qui l'écouterait pour la survie de son père. Elle serait terrifiée à l'idée de perdre l'homme qui l'a élevée. Mais je n'étais pas une fille normale, et nous n'étions certainement pas une famille normale. J'ai descendu la cage d'escalier silencieuse et mal éclairée de mon immeuble et je suis sorti dans la nuit glaciale de l'hiver parisien. Le froid vif et mordant a frappé mon visage instantanément, mais c'était incroyablement rafraîchissant. Les rues sombres de mon quartier étaient complètement désertes. Tout le monde était soit caché à l'intérieur de bars locaux chaleureux, soit en train de célébrer dans des fêtes privées à domicile. La seule illumination provenait des lampadaires vacillants et de l'éclair vif occasionnel d'un feu d'artifice lointain se reflétant sur les nuages bas. J'ai marché vers ma vieille berline cabossée garée dans la rue. Le chauffage fonctionnait à peine, et le moteur faisait toujours un bruit de grincement terrible quand il démarrait dans le froid, mais c'était tout ce que je pouvais m'offrir. J'ai déverrouillé la porte, je me suis glissé sur le siège conducteur glacial, et j'ai mis le contact. Le moteur a tout sauté en signe de protestation avant de finalement rugir et de prendre vie. J'ai allumé les phares, je suis sorti de ma place de stationnement, et j'ai commencé le long trajet vers le centre de Paris. Selon le système de navigation de mon téléphone, le trajet de mon appartement à l'hôpital américain de Paris à Neuilly prendrait exactement 25 minutes. En plein milieu de la journée, avec la circulation dense parisienne, cela prendrait plus d'1 heure. Mais ce soir, les routes étaient pratiquement vides. Il n'y avait que moi, les lumières brillantes du tableau de bord, et le silence absolu de la voiture. Alors que je traversais le périphérique, regardant les bâtiments scintillants de la Défense s'agrandir dans le pare-brise, mon esprit a dérivé vers l'appel téléphonique chaotique que je venais de terminer. Hugo a fait en sorte de me faire passer pour une enfant amère et égoïste qui s'était isolée juste pour être cruel envers ses parents aimants et solidaires. Il a brossé un tableau où j'étais le monstre absolu, publiant intentionnellement un énorme communiqué de presse financier un jour de fête majeure juste pour donner une crise cardiaque à mon père âgé. Il a commodément omis toute la vérité. Il a complètement ignoré la réalité brutale de notre dynamique familiale. Mon père, Guillaume, avait passé toute ma vie à rabaisser mes ambitions. Quand j'ai abandonné mes programmes universitaires pour apprendre à coder par moi-même, il m'a dit que j'étais une honte totale pour son héritage. Il m'a dit que je manquais de capacité mentale pour survivre dans son monde impitoyable des affaires. Ma mère, Élise, n'accordait de valeur qu'aux apparences. Si je ne portais pas les bons vêtements de créateur ou ne sortais pas avec les bons hommes riches, je n'existais tout simplement pas pour elle. Je ne conduisais pas vers les urgences ce soir pour pleurer au bord d'un lit d'hôpital. J'y conduisais pour une seule et unique raison. Je voulais être aux premières loges de l'énorme performance théâtrale qu'ils allaient absolument mettre en scène. Je savais exactement comment ces personnes opéraient, et je savais que Hugo exagérait fortement la crise médicale juste pour me traîner hors de mon appartement. Je voulais regarder mon père droit dans les yeux quand il réaliserait enfin que la fille paria qu'il avait jetée comme un déchet était maintenant la personne détenant absolument tout le pouvoir. Alors que l'immense complexe hospitalier apparaissait enfin, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il pensait que j'étais un monstre ce soir, mais il n'avait absolument aucune idée de ce qui s'était passé il y a exactement 48 heures. Juste 48 heures avant que Hugo ne m'appelle en hurlant au sujet d'une prétendue crise cardiaque. J'étais assise dans une salle à manger privée, incroyablement intime et faiblement éclairée, de l'un des restaurants étoilés les plus exclusifs du 8e arrondissement de Paris. Le restaurant était le genre d'endroit où des hommes en costume sur mesure menaient des affaires à plusieurs millions d'euros autour de morceaux de viande parfaitement affinés. Les immenses lustres en cristal projetaient une lueur dorée et chaleureuse sur les nappes blanches immaculées et les lourds couverts en argent. Mes parents m'avaient invité à ce qu'ils appelaient explicitement un dîner de réconciliation des fêtes. Ils m'ont dit qu'ils voulaient laisser le passé derrière nous et commencer la nouvelle année comme une famille unie. J'aurais dû être plus intelligente et ne pas croire un seul mot de ce qu'ils disaient, mais une petite partie stupide de moi espérait encore qu'ils le pensaient vraiment. Mon père, Guillaume, était assis en bout de la grande table. C'était un homme de 62 ans à la carrure puissante, dégageant une autorité totale. Il a passé toute la première moitié du dîner à faire tourner agressivement un verre de vin rouge d'importation incroyablement cher, me regardant à peine dans les yeux. Ma mère, Élise, était assise juste à côté de lui, drapée dans de la soie coûteuse et portant un lourd collier de diamants qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture.
En face de moi était assis ma sœur Chloé et son mari Hugo. Chloé picorait sa salade hors de prix, me regardant avec un dédain pur et absolu, exactement comme si j'étais un chien errant qu'ils étaient légalement obligés de nourrir. Le serveur avait à peine débarrassé nos assiettes d'entrée que Guillaume a brusquement laissé tomber sa fausse façade polie. Il n'a pas demandé comment s'était passée mon année. Il n'a pas demandé des nouvelles de ma santé ni si je mangeais à ma faim. Il a simplement glissé la main dans la poche intérieure de sa veste de costume sur mesure et a sorti une très épaisse pile de documents juridiques. Sans un mot d'avertissement, il a jeté la lourde paperasse directement à travers la table. Elle a atterri juste à côté de mon verre d'eau avec un bruit sourd et lourd. Il a tapoté son doigt parfaitement manucuré contre les mots imprimés en gras sur la première page et m'a regardé avec un calcul froid et insensible. « J'ai besoin de ton algorithme de chaîne d'approvisionnement, Camille, a déclaré Guillaume brutalement. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas une gentille demande parentale. C'était un ordre absolu d'un dictateur qui avait l'habitude d'obtenir exactement ce qu'il voulait. Tu bricoles sur ce projet de code d'intelligence artificielle depuis 3 ans maintenant. Il est temps pour toi de te rendre réellement utile à cette famille. » Il s'est lourdement penché en avant, posant ses coudes sur la table blanche immaculée. J'ai baissé les yeux vers le document posé à côté de mon assiette. Les lettres en gras ont indiqué clairement qu'il s'agissait d'un transfert total et complet de tous les droits de propriété intellectuelle. Avant même que je puisse assimiler l'audace absolue de la demande de mon père, Hugo s'est penché en avant et a croisé ses mains de manière hautement professionnelle sur la table, prenant instantanément le contrôle de la négociation. « Soyons complètement réalistes ici, Camille, a dit Hugo en utilisant sa voix de tribunal la plus tranchante. Il m'a regardé avec un sourire condescendant qui m'a retourné l'estomac. Ce que tu as construit dans ton appartement est essentiellement une structure bêta non testée. D'un point de vue purement juridique et de valorisation d'entreprise. Ton petit projet de code n'a aucune viabilité marchande zéro sans l'infrastructure financière massive d'une société établie comme la nôtre pour le soutenir. » Hugo a glissé la main dans sa propre veste de costume sur mesure, a sorti un lourd et élégant stylo en argent. Et l'a placé directement au-dessus du contrat. Nous absorbons un risque opérationnel énorme en intégrant un algorithme amateur non prouvé dans notre réseau national, a continué Hugo doucement. Par conséquent, nous sommes prêts à t'offrir un rachat unique d'exactement 50 000 €. C'est une prime d'acquisition de propriété intellectuelle incroyablement généreuse pour une développeuse amatrice sans aucune formation technologique officielle. Tu signes le papier, tu reçois un beau gros chèque pour effacer tes dettes immédiates, et nous obtenons le code brut pour régler nos problèmes de chaîne d'approvisionnement. Tout le monde y gagne. J'ai fixé le stylo en argent, puis j'ai regardé directement mon beau-frère. Il m'offrait l'équivalent du salaire annuel d'un cadre moyen du commerce de détail pour un système d'intelligence artificielle révolutionnaire. Je savais de manière absolument certaine que mon algorithme ferait économiser à leur entreprise défaillante des dizaines de millions d'euros dès le tout premier trimestre. Ce n'était pas juste une offre commerciale terriblement basse. C'était une insulte calculée et délibérée, conçue pour me rappeler ma place tout en bas de leur hiérarchie familiale. Chloé a laissé échapper un rire bref et moqueur de l'autre côté de la table. Elle a fait tourner l'olive verte dans son verre de martini hors de prix et m'a regardé avec une expression de pure pitié arrogante. Tu devrais vraiment juste accepter l'accord, Camille, a ricané Chloé, sa voix dégoulinant d'un droit absolu. 50 000 €, c'est probablement plus d'argent que tu n'en as jamais vu de toute ta vie. En tant que directrice générale des opérations de cette entreprise, je peux te dire tout de suite que nous te faisons une immense faveur rien qu'en regardant ton code d'amatrice. Tu es restée assise complètement seule dans ce petit appartement loué et déprimant pendant 3 ans, à taper de la camelote absolue sur ton ordinateur pendant que le reste d'entre nous gère réellement une vraie entreprise. J'ai regardé ma sœur de 35 ans et j'ai ressenti une profonde vague d'épuisement. Chloé n'était directrice des opérations qu'en titre. Elle n'avait jamais géré un seul itinéraire de chaîne d'approvisionnement complexe de toute sa vie. Elle passait la grande majorité de ses journées de travail assise dans un immense bureau d'angle, à faire des achats de chaussures de luxe en ligne, et à partir tôt pour des soins en spa hors de prix. Et pourtant, elle était assise là, jugeant mes choix de vie avec une arrogance totale et imméritée. Prends l'argent et déménage de ce quartier délabré d'Aubervilliers, a continué Chloé, ignorant complètement mon silence. Tu pourrais peut-être enfin t'offrir une garde-robe décente et arrêter de faire honte à cette famille à chaque fois que quelqu'un demande ce que fait ma petite sœur dans la vie. Après que Chloé ait terminé son discours insultant et dégradant, ma mère, Élise, a décidé que c'était enfin à son tour de jouer pour le public. Élise a 60 ans,
mais elle s'appuie encore lourdement sur les mêmes tactiques de manipulation émotionnelle qu'elle utilisait quand j'étais une enfant vulnérable et sans défense. Elle a tendu le bras à travers la grande table et a posé sa main parfaitement manucurée avec force complètement sur la mienne. Les diamants lourds et froids de ses bagues ont appuyé douloureusement contre ma peau. J'ai immédiatement essayé de retirer ma main, mais elle a tenu bon avec une force surprenante, refusant absolument de me laisser échapper à son emprise physique étouffante. Élise a poussé un long et dramatique soupir, et ses yeux se sont rapidement remplis de larmotements artificiels. Les larmes ne sont jamais vraiment tombées sur ses joues, bien sûr, parce qu'elle ne voulait absolument pas ruiner son maquillage de soirée hors de prix en public. « Oh, Camille » a chuchoté ma mère, sa voix tremblant avec un chagrin parfaitement fabriqué. « Pourquoi dois-tu toujours rendre les choses si incroyablement difficiles pour nous tous ? Tu as toujours été exactement comme ça. Depuis que tu es toute petite, tu as toujours été farouchement indépendante, au point d'être entièrement égoïste. Tu n'as jamais voulu partager ton succès avec ta propre chair et ton propre sang. » Je l'ai fixée dans une incrédulité absolue. Elle était en train de réécrire complètement toute l'histoire de mon enfance juste devant moi pour me dépeindre activement comme la méchante ultime. Je n'ai jamais été une enfant égoïste. Il prenait simplement tout ce qu'il voulait de moi et me traitait de sale gamine ingrate si j'osais pleurer à ce sujet. Nous te donnons une vraie chance d'être enfin une partie significative de cette famille, a continué Élise, tapotant légèrement le coin sec de son œil avec une serviette en lin blanc immaculé. Ton père perd le sommeil chaque nuit, s'inquiétant constamment de l'avenir financier de son entreprise. Ta sœur se tue à la tâche, essayant si fort de tout maintenir à flot. Nous avons désespérément besoin que tu prennes tes responsabilités et que tu fasses ce qu'il faut pour une fois dans ta vie. As-tu une idée d'à quel point cela blesse profondément une mère de voir sa fille refuser d'aider sa propre famille quand il lutte si durement ? Elle a serré ma main plus fort, enfonçant légèrement ses ongles pointus en acrylique dans ma peau pour souligner son point agressif. Il ne s'agit pas juste d'un programme informatique aléatoire, Camille, a-t-elle supplié, sa voix tombant dans un murmure rauque. Le niveau absolu de manipulation psychologique dans la pièce était totalement étouffant. Elle essayait littéralement de me convaincre que protéger ma propre invention révolutionnaire était un acte de cruauté malveillante envers mes parents. Elle s'attendait à ce que je m'effondre sous la lourde culpabilité et que je cède le travail de ma vie pour des clopinettes absolues, exactement comme je le faisais toujours quand j'étais adolescente. Élise m'a regardé profondément dans les yeux, attendant désespérément que la lourde culpabilité familière brise enfin ma détermination. Elle s'attendait pleinement à ce que je prenne le stylo en argent, que je signe ma vie, et que je m'excuse d'avoir été si incroyablement difficile. Elle pensait sincèrement que ces fausses larmes maternelles seraient suffisantes pour balayer les frontières de fer que j'avais passé 3 années éreintantes à construire. J'ai retiré ma main de sous l'emprise étouffante de ma mère avec lenteur et délibération. J'ai regardé ses yeux complètement secs, puis j'ai reporté mon attention sur le contrat juridique insultant posé sur la nappe immaculée. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas recroquevillé sur ma chaise, et je n'ai certainement pas offert un seul mot d'excuse. Au lieu de cela, j'ai tendu la main, j'ai pris le lourd et élégant stylo en argent, et je l'ai calmement jeté de l'autre côté de la grande table. Le stylo en métal a tinté bruyamment contre le verre de vin vide de Hugo, le bruit sec coupant l'atmosphère tendue de la salle à manger privée. Je ne signe rien, ai-je dit, ma voix parfaitement stable, froide, et complètement dénuée de toute émotion. Je ne vous donne pas mon algorithme d'intelligence artificielle pour 50 000 € et je ne travaillerai certainement pas sous votre direction incompétente et défaillante. Guillaume a violemment abattu son lourd poing sur la table, faisant littéralement bondir l'argenterie coûteuse sur le lin blanc. Comment oses-tu me parler sur ce ton, a aboyé mon père, son visage devenant instantanément d'une nuance de rouge dangereuse et explosive. Les veines de son cou ressortaient visiblement contre son col sur mesure. Nous t'offrons une bouée de sauvetage financière hautement généreuse, petite peste ingrate. Vous ne m'offrez pas de bouée de sauvetage, ai-je rétorqué, me penchant en avant et le regardant droit dans les yeux, refusant absolument de reculer face à sa posture agressive. Vous essayez désespérément de m'utiliser pour boucher les énormes trous béants de votre propre navire en train de couler. Vous êtes assis là et agissez comme si mon logiciel n'était qu'un projet de code amateur, mais Hugo et toi savez tous les deux exactement à quel point il est véritablement et incroyablement précieux. 50 000 € est une insulte absolue. Mon algorithme vaut des milliers de fois ce montant. Il repense complètement la logistique mondiale moderne d'une manière que votre entreprise sévèrement obsolète ne peut même pas commencer à comprendre. J'ai regardé autour de la table vers eux quatre. Parlons de la réalité absolue ce soir.
Parlons de la raison pour laquelle votre empire de vente au détail perd réellement de l'argent. Ce n'est pas à cause d'un ralentissement économique temporaire. C'est parce que vous avez complètement refusé de vous adapter à la technologie moderne ces 10 dernières années. Vous avez sévèrement surpayé des espaces d'entrepôts commerciaux inutiles. Vous avez promu des gens comme Chloé à des postes de direction alors qu'elle ne fait absolument rien de la journée, juste parce qu'elle est votre enfant préféré. Et maintenant que vos concurrents régionaux vous écrasent entièrement, vous voulez voler légalement mon dur labeur pour couvrir vos propres échecs massifs en tant que président-directeur général. La salle à manger privée entière est devenue complètement et terriblement silencieuse. Un serveur, qui s'approchait de notre table avec une carafe d'eau glacée, a immédiatement fait demi-tour et a pratiquement couru se mettre à l'abri dans la cuisine. Élise a haleté bruyamment, couvrant sa bouche dans une horreur exagérée, comme si je venais de commettre un crime violent et impardonnable. Chloé m'a fixé, la mâchoire complètement décrochée, totalement sans voix pour la toute première fois de sa vie dorée. Guillaume m'a dévisagé pendant un long et douloureux moment. Le silence était si incroyablement lourd qu'il semblait écraser physiquement l'air de mes poumons. Il a lentement repoussé sa lourde chaise en bois et s'est levé, dominant agressivement la table. Ses mains tremblaient visiblement, non pas de tristesse, mais d'une rage pure et non altérée. Il a de nouveau glissé la main dans sa veste de costume sur mesure. Il a sorti une épaisse enveloppe couleur crème avec un élégant lettrage doré, magnifiquement en relief sur le devant. C'était l'invitation officielle au grand gala annuel du Nouvel An organisé dans son domaine des Yvelines. Il a tenu l'enveloppe en l'air pour que je puisse voir clairement mon propre nom parfaitement calligraphié sur le devant. Puis, sans rompre son contact visuel intense et furieux avec moi, il a saisi le carton épais et l'a violemment déchiré entièrement en deux. Le bruit sec de la déchirure a résonné fortement dans le restaurant luxueux et calme. Plusieurs riches clients aux tables voisines ont arrêté de manger et ont tourné la tête pour regarder l'agitation dramatique. Guillaume ne se souciait pas du public. Il a réuni les morceaux déchirés et les a déchirés à nouveau, laissant les morceaux déchiquetés de mon invitation virevolter sur la nappe juste à côté de mon verre d'eau comme de la neige sale. Tu n'as absolument aucun droit de mettre un pied dans ma maison, a ricané Guillaume, sa voix vibrant d'une colère intense et venimeuse. Tu ne fais plus partie de cette famille, Camille. Tu n'es rien d'autre qu'une verrue massive pour mon héritage. Tu passeras les fêtes complètement seul dans ton pathétique petit appartement. Et quand ta start-up fera inévitablement faillite, ne pense même pas à ramper vers moi pour faire la manche. Je me suis calmement levé de table, j'ai pris mon lourd manteau d'hiver, et je suis sorti de l'élégant restaurant pour toujours, les laissant complètement derrière moi. Le trajet de mon appartement sombre et calme à Aubervilliers jusqu'à l'hôpital américain de Paris à Neuilly a pris exactement 25 minutes. Les rues de Paris étaient pour la plupart vides car tout le monde dans la ville entière était occupé à célébrer la nouvelle année à l'intérieur de bars chaleureux, de salles de bal, d'hôtels de luxe et de fêtes privées animées. J'ai garé ma vieille berline cabossée dans le parking souterrain brillamment éclairé et hautement sécurisé de l'hôpital. Les lumières fluorescentes crues se reflétaient sur les murs en béton pendant que je garais ma voiture sur une place visiteur, que je coupais le moteur tout sautant, et que je sortais dans l'air glacial de la structure en béton. Selon Hugo et son appel téléphonique frénétique et hurlant, mon père luttait actuellement pour sa vie réelle. Selon son récit profondément paniqué, j'étais censé me précipiter à travers les portes des urgences en ce moment même avec des larmes coulant sur mon visage, suppliant désespérément les infirmières de l'accueil de m'indiquer la direction de l'unité des soins intensifs. J'étais censé être une fille brisée et terrifiée priant pour un miracle médical. Mais je n'ai pas couru. J'ai franchi les portes coulissantes automatiques en verre du hall de l'hôpital, ressentant la soudaine et écrasante bouffée d'air chaud et aseptisé balayer mon visage gelé. Je ne me suis pas approché du bureau de tri très occupé, et je n'ai certainement pas demandé mon chemin aux infirmières épuisées. J'ai simplement suivi les élégants panneaux en laiton hautement polis pointant directement vers les salles d'attente privées exclusives, spécifiquement réservées aux patients fortunés et très en vue. Le couloir menant à l'aile VIP était complètement et totalement silencieux. Il n'y avait aucun médecin se précipitant dans le corridor avec un chariot de réanimation. Il n'y avait aucune infirmière hurlant fortement pour avoir un défibrillateur. Il n'y avait absolument aucun sentiment d'urgence médicale quel qu'il soit. Le silence absolu et lourd du couloir était la toute première preuve indéniable que Hugo avait entièrement exagéré la situation. J'ai tourné le dernier coin et je me suis arrêté juste devant la lourde porte en chêne massif de la suite familiale VIP. Il y avait une grande fenêtre rectangulaire en verre intégrée directement au centre de la porte, permettant à quiconque dans le couloir de regarder à l'intérieur avant d'entrer.
Je suis resté parfaitement immobile dans le couloir calme et stérile et j'ai simplement regardé à travers le verre épais. Ce que j'ai vu dans cette chambre d'hôpital privé a complètement confirmé tout ce que je savais déjà sur ma famille incroyablement toxique. Mon père, Guillaume, n'était pas allongé sur un lit d'hôpital stérile, s'accrochant désespérément à la vie. Il ne portait pas une blouse d'hôpital fine et inconfortable, et il n'était absolument branché à aucun moniteur cardiaque clignotant ou tube d'oxygène transparent. Guillaume était assis complètement droit sur un canapé en cuir cher et moelleux en plein milieu de la chambre luxueuse. Il portait toujours son smoking sur mesure du Nouvel An, ayant l'air absolument impeccable et incroyablement en bonne santé. Ses jambes étaient croisées nonchalamment au niveau du genou, et il avait meilleure mine qu'il n'en avait eu depuis des mois. Il tenait fermement sa tablette coûteuse à 2 mains, fixant intensément l'écran lumineux. Même depuis le couloir, je pouvais clairement voir le fond blanc éclatant de l'application financière de Bloomberg se refléter directement dans ses yeux avides. Il n'était pas anxieux de vérifier son dossier médical ou d'attendre de terrifiants résultats de test. Il lisait de manière obsessionnelle les détails complexes et exacts de mon acquisition d'entreprise d'1 milliard d'euros. Ma mère, Élise, était assise juste à côté de lui sur le canapé en cuir, se penchant lourdement par-dessus son épaule pour lire l'écran lumineux. Elle ne pleurait pas. Elle ne tenait pas sa main par peur terrible de perdre son mari. Ses yeux étaient incroyablement écarquillés par une cupidité financière pure et non altérée. Chloé et Hugo se tenaient juste derrière le canapé, pointant agressivement l'écran de la tablette et chuchotant avec excitation entre eux comme une paire de voleurs comploteurs. Personne dans cette pièce ne cherchait un médecin du regard. Personne n'avait l'air terrifié, le cœur brisé ou épuisé. Il ressemblait exactement à une meute impitoyable de prédateurs affamés et mourant de faim qui venaient juste de repérer avec succès un énorme morceau de viande saignante. La grave crise cardiaque n'était absolument rien d'autre qu'une performance théâtrale calculée. C'était un mensonge pathétique et hautement désespéré fabriqué entièrement par Hugo juste pour me traîner hors de mon appartement et me forcer à entrer dans une pièce fermée avec eux un jour de fête majeure. Il pensait sincèrement pouvoir facilement utiliser une fausse urgence médicale pour manipuler émotionnellement une milliardaire fraîchement moulue afin qu'elle cède sa richesse. J'ai pris une grande et stable inspiration de l'air stérile de l'hôpital et j'ai tendu la main pour saisir la lourde poignée en laiton de la porte. J'étais complètement et absolument prête à ruiner toute leur nuit. J'ai poussé la lourde porte en bois et je suis entré directement dans la suite d'hôpital privé et brillamment éclairée. Le doux cliquetis métallique du loquet de la porte a instantanément attiré leur attention complète. 4 paires d'yeux avides et calculateurs se sont violemment détachés de l'écran lumineux de la tablette pour se verrouiller directement sur moi. Pendant une fraction de seconde, la luxueuse pièce a été complètement et terriblement silencieuse. Je pouvais presque voir les calculs rapides et désespérés se produire dans leur tête alors qu'ils essayaient rapidement de comprendre exactement comment jouer cette situation entièrement nouvelle. Puis la transformation la plus prévisible et la plus profondément dégoûtante s'est déroulée juste sous mes yeux. Mon père, l'homme âgé qui s'était soi-disant effondré d'une crise cardiaque massive et potentiellement mortelle il y a à peine 1 heure, a bondi du canapé en cuir moelleux avec l'agilité choquante d'un adolescent en bonne santé. Le tyran d'entreprise vicieux et hurlant qui avait violemment déchiré mon invitation du Nouvel An en lambeaux 48 heures auparavant avait complètement disparu. À sa place se tenait un parent rayonnant et incroyablement fier, les bras grands ouverts dans une étreinte chaleureuse et accueillante. « Camille, ma fille chérie » s'est exclamé Guillaume, sa voix profonde chargée de fausses émotions et d'une joie absolue et écrasante. « Tu es vraiment venu. Je savais que tu n'abandonnerais jamais ta famille une nuit pareille. Je savais que ma brillante et magnifique fille serait là pour nous. » Il a fait un pas empressé vers moi, ayant clairement l'intention de me tirer dans un câlin lourd et étouffant. Mais j'ai immédiatement levé ma main droite, lui faisant signe de s'arrêter exactement où il était. Il a brusquement abaissé ses bras, mais le sourire massif et avide n'a jamais quitté son visage vieillissant. Il me regardait exactement comme si j'étais une chambre forte de banque sur pattes, et il croyait fermement posséder le seul et unique code de combinaison correct. 1,2 milliard, a dit Guillaume en secouant lentement la tête dans une incrédulité simulée hautement exagérée. J'ai lu les rapports financiers toute la nuit. Tu es un génie absolu, Camille. J'ai toujours su que tu étais destinée à une grandeur absolue. J'ai toujours dit à ta mère que tes petits projets informatiques dans ta chambre allaient massivement payer un jour. Tu t'es complètement surpassé et tu as assuré l'avenir de toute notre lignée familiale. Je suis resté parfaitement immobile près de la lourde porte en bois, regardant silencieusement l'homme qui m'avait explicitement dit que j'étais une honte totale pour son héritage il y a à peine 2 jours. Il agissait comme si les choses horribles et destructrices qu'il avait dites au restaurant étoilé ne s'étaient jamais produites.
Il effaçait complètement sa propre cruauté implacable et l'a remplacée par un récit entièrement fictif et complètement délirant où il avait été mon plus grand et plus dévoué soutien depuis le début. Avant même que mon père ne puisse finir de planifier exactement comment dépenser mon immense fortune nouvellement acquise, ma mère, Élise, s'est précipitée frénétiquement en avant. Elle a pratiquement bousculé Chloé pour arriver jusqu'à moi. Ses bras étaient grands ouverts et son visage était plaqué du sourire le plus profondément artificiel et d'une douceur écœurante que j'ai jamais vue de toute ma vie. Elle s'est jetée vers moi, tentant désespérément de m'attirer dans une étreinte maternelle serrée. J'ai fait un pas en arrière rapide et délibéré, gardant la main levée exactement comme je venais de le faire avec Guillaume. Elle s'est arrêtée net, ayant l'air momentanément très offensée avant de recouvrer très rapidement son expression fausse, affectueuse et maternelle. « Oh, Camille, ma douce fille absolument brillante » a roucoulé Élise, sa voix dégoulinant d'un niveau incroyablement écœurant de fausse fierté maternelle. Je le savais. J'ai dit à ton père l'autre jour que tu étais sur le point de réaliser quelque chose d'incroyablement énorme. Nous sommes tellement et incroyablement fiers de toi, chérie. Tu es notre étoile brillante absolue. Je l'ai fixé, sentant une vague glaciale de dégoût absolu m'envahir entièrement. Ils avaient complètement perdu la tête. Ils croyaient sincèrement que quelques faux sourires et quelques mots de louange vides effaceraient complètement 3 décennies de maltraitance émotionnelle sévère et d'isolement intense. Chloé, refusant entièrement d'être laissée de côté face à cet énorme jour de paix financier, a physiquement poussé pour se frayer un chemin à l'avant du groupe. L'expression incroyablement arrogante et moqueuse qu'elle arborait en sirotant son martini au restaurant avait complètement disparu. À sa place, on trouvait le visage radieux d'une sœur aînée dévouée et hautement solidaire qui voulait juste partager généreusement ma victoire corporative glorieuse et historique. Elle m'a regardé avec de grands yeux innocents, complètement faux, prête à réécrire entièrement toute notre histoire fraternelle juste pour goûter à mon argent. J'ai profondément réfléchi à ta transition massive vers la cour des grands, Camille, a dit ma sœur, entortillant joyeusement une mèche de cheveux blonds parfaitement bouclée autour de son doigt manucuré. Diriger une division technologique massive sous l'égide d'une société mère va être incroyablement stressant pour quelqu'un qui est complètement habitué à travailler entièrement seul dans un minuscule appartement sombre. Tu vas avoir désespérément besoin d'une équipe de direction solide et hautement expérimentée pour gérer soigneusement le côté corporatif des choses. Les femmes ont vraiment besoin de se soutenir agressivement dans ce monde des affaires impitoyables, et les sœurs devraient absolument toujours se serrer les coudes. Elle a fait une pause d'1 seconde. Laissant son discours féministe entièrement faux et complètement préfabriqué faire son effet avant de lâcher sa demande réelle et incroyablement arrogante. Je suis tout à fait prête à quitter gracieusement mon poste actuel dans l'entreprise de papa pour venir travailler directement pour toi, a annoncé Chloé, ayant l'air exactement comme si elle faisait un sacrifice massif et profondément personnel pour mon bénéfice ultime. Tu peux officiellement me nommer vice-présidente exécutive des opérations. J'ai déjà des années d'expérience en tant que directrice générale des opérations à mon actif. Je peux gérer de manière experte toutes les ennuyeuses réunions du conseil d'administration, les interviews agressives avec les médias, et le réseautage de haut niveau. Tu pourras juste rester dans la tranquillité du back-office et te concentrer entièrement sur tes trucs de nerd en codage pendant que je dirigerai fièrement la vraie entreprise pour toi. Le niveau pur et non altéré d'illusion absolue dans sa voix était stupéfiant. Il y a 2 jours, elle m'a littéralement ri au nez et m'a dit avec assurance que mon logiciel était de la foutaise absolue. Elle m'a dit agressivement de prendre un pathétique rachat de 50 000 € juste pour que je puisse m'offrir une garde-robe décente et arrêter enfin de faire honte à la famille. Maintenant, elle m'offrait généreusement de devenir ma patronne grassement payée. Elle voulait un salaire de plusieurs millions d'euros, un compte de frais illimité et massif, et un immense bureau d'angle dans un empire technologique d'1 milliard de dollars qu'elle n'avait pas passé une seule seconde solitaire à construire. Puisque tu as maintenant bien plus d'1 milliard d'euros en sécurité à la banque, s'est empressée d'intervenir Élise, s'approchant de moi et ignorant entièrement mon silence, ce serait incroyablement facile pour toi de simplement rembourser les coûteux emprunts personnels de Hugo. Il a été soumis à un stress financier sévère ces derniers temps et cela affecte lourdement son mariage avec ta sœur. C'est un homme très bon et il mérite profondément un nouveau départ financier. Tu dois absolument à Chloé d'aider son mari à éponger ses lourdes dettes personnelles et professionnelles. Après tout, si nous ne t'avions pas agressivement poussé si fort toute ta vie, ce soir ne serait jamais arrivé avec succès. J'ai regardé Élise, puis Hugo, qui se tenait actuellement près du canapé en cuir, essayant de faire de son mieux pour avoir l'air complètement innocent et hautement digne d'une aide financière massive. L'avocat d'affaires agressif, qui venait de me menacer violemment de me poursuivre jusqu'à l'anéantissement par téléphone,
attendait maintenant calmement que je sorte un stylo et que je lui rédige un chèque qui changerait sa vie. C'est le miracle absolu et parfait dont nous avions désespérément besoin, a ajouté Guillaume, claquant ses lourdes mains ensemble dans une pure joie. Le timing ne pourrait pas être meilleur. Avec cette sorte de capital liquide massif, nous pouvons complètement restructurer la lourde dette corporative de l'entreprise familiale de vente au détail. Nous pouvons facilement racheter nos plus grands concurrents régionaux et dominer absolument le marché de la logistique nationale d'ici la fin de cette année. Notre entreprise est officiellement sauvée, et c'est tout complètement grâce à toi. J'ai fait un autre pas en arrière délibéré, mettant encore plus de distance physique entre moi et leur avidité écrasante et étouffante. J'ai regardé les trois se tenir là dans leurs vêtements très chers, s'attendant à ce que j'ouvre simplement mon chéquier et que je finance aveuglément leur vie pathétique et défaillante. Un rire froid et complètement dénué d'humour s'est échappé de mes lèvres, résonnant fortement et sèchement dans la chambre d'hôpital silencieuse. Vous êtes des gens absolument et indéniablement incroyables, ai-je dit, ma voix tombant à un volume dangereusement bas et glacial. Vous pensez vraiment que vous pouvez juste sourire, me faire de faux compliments, et effacer complètement tout ce qui s'est réellement passé? Vous pensez que vous pouvez me traiter comme un déchet absolu toute ma vie et soudainement prétendre que nous sommes une famille heureuse et aimante à la seconde même où je deviens riche? J'ai pointé mon doigt directement sur mon père. Il y a 48 heures, tu as violemment déchiré mon invitation à la fête en petits morceaux juste devant mon visage. Tu as dit que je n'étais rien d'autre qu'une verrue pour ton héritage. Tu as dit que j'étais entièrement inapte à m'asseoir à ta table à manger. J'ai tourné mon regard froid vers Élise. Et toi, tu as pleuré de fausses larmes pour me manipuler agressivement afin que je cède mon entreprise pour des clopinettes absolues. Vous m'avez banni de votre fête du Nouvel An parce que vous aviez entièrement honte de mon existence. Le silence lourd et assourdissant qui a suivi fut absolu. Les faux sourires accueillants ont entièrement disparu de leur visage. L'illusion soigneusement construite d'une famille aimante s'est brisée en 1 million de morceaux juste là, sur le sol de l'hôpital. Ils ont réalisé que je n'allais pas jouer à leur jeu, et le visage de Guillaume a commencé à prendre une nuance hautement dangereuse de rouge furieux une fois de plus. Le silence lourd et étouffant dans la chambre d'hôpital n'a duré que quelques secondes angoissantes avant que mon père ne craque complètement et violemment. Le dirigeant d'entreprise poli et sophistiqué a entièrement disparu, remplacé par le même tyran enragé que j'avais craint durant toute mon enfance. Guillaume a claqué sa tablette hors de prix sur la table basse en verre si incroyablement fort que le craquement sec et sonore a résonné violemment sur les murs stériles de l'hôpital. Petite peste ingrate, a rugi Guillaume, sa voix profonde remplie d'un venin pur et non altéré. Guillaume respirait lourdement, se préparant à se lancer dans une autre tirade agressive et hautement abusive sur ses droits parentaux absolus lorsqu'Hugo a finalement décidé d'intervenir brusquement. L'avocat d'affaires est sorti sans encombre de derrière le canapé en cuir, ignorant complètement la tension émotionnelle explosive dans la pièce. Il a soigneusement ajusté sa cravate en soie coûteuse et a marché directement vers moi d'un pas lent et hautement délibéré. Le beau-frère frénétique et paniqué, qui m'avait appelé agressivement juste 1 heure auparavant, avait entièrement disparu. À sa place se trouvait un homme qui avait l'air incroyablement satisfait et dangereusement, intensément confiant. Hugo n'avait pas l'air d'un homme dont le beau-père venait de subir une grave crise cardiaque potentiellement mortelle. Il ressemblait exactement à un prédateur impitoyable qui avait enfin acculé sa proie épuisée après une longue et difficile chasse. Il n'y a absolument aucun besoin pour qui que ce soit de crier, a déclaré Hugo, sa voix dégoulinant pratiquement d'une intense arrogance professionnelle. Nous sommes tous des adultes rationnels ici, et nous pouvons gérer cette situation hautement complexe exactement comme des partenaires commerciaux civilisés. Guillaume exprime simplement sa préoccupation passionnée pour l'héritage familial, mais nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur des arguments émotionnels ce soir. Nous avons le pouvoir absolu de la loi complètement de notre côté. Sans rompre son contact visuel intense et prédateur avec moi, Hugo s'est baissé et a ramassé sa mallette en cuir élégante sur le sol. Il l'a placée soigneusement sur la table basse en verre, juste à côté de la tablette abandonnée. Le cliquetis métallique du loquet de la mallette s'ouvrant a résonné incroyablement fort dans la chambre d'hôpital calme. Il a lentement glissé la main à l'intérieur et a sorti une très épaisse pile de documents juridiques impeccablement imprimés. Tu vois, Camille, a continué Hugo, son ton dangereusement doux. Quand j'ai vu les actualités financières ce soir, je n'ai pas juste paniqué et je ne t'ai pas seulement appelé. J'ai immédiatement contacté mes associés principaux au cabinet d'avocats. Nous avons passé la dernière heure à examiner minutieusement les détails juridiques spécifiques de ton soudain statut de milliardaire, et je dois dire que tu as commis une erreur juridique très critique et incroyablement stupide dans la façon dont tu as géré cette acquisition d'entreprise entière.
Hugo a tapoté agressivement son doigt contre l'épaisse pile de documents juridiques et m'a regardé avec un sourire suprêmement confiant et hautement menaçant. Le droit de la propriété intellectuelle est un sujet très fascinant et complexe, a-t-il commencé, sa voix dégoulinant de condescendance. Il examine exactement d'où proviennent les ressources initiales pour construire cet actif numérique spécifique. Et selon mes recherches juridiques approfondies, tu as fait une erreur très coûteuse il y a 10 ans. Quand tu avais juste 23 ans, tu vivais encore sous le toit de tes parents. Tu programmais agressivement ton logiciel en utilisant un ordinateur portable que Guillaume t'a explicitement acheté avec son propre argent personnel. Tu étais constamment connecté au réseau Internet sans fil privé qui était entièrement payé par son entreprise de vente au détail. Élise a poussé un long et dramatique soupir de total accord, croisant les bras et hochant vigoureusement la tête. Exactement, a-t-elle renchéri, me regardant avec un pur dédain. Nous t'avons complètement soutenu pendant ces années difficiles et incroyablement fainéantes. En vertu des lois établies sur la propriété intellectuelle d'entreprise, tout produit développé en utilisant les ressources de l'entreprise appartient fondamentalement à l'entité qui a fourni ces ressources, a expliqué Hugo doucement, utilisant son ton de tribunal absolu et le plus tranchant. Puisque tu as utilisé le matériel de Guillaume et son infrastructure réseau pour écrire la base fondatrice de ton algorithme d'intelligence artificielle, l'architecture centrale de ton logiciel est légalement sa propriété. Il a claqué les lourds documents juridiques contre la table basse en verre. Par conséquent, l'injonction d'urgence du tribunal de grande instance que mon cabinet d'avocats dépose officiellement demain matin n'est absolument pas pour demander une petite faveur familiale. Nous demandons légalement au tribunal français de saisir exactement 80% de ton énorme paiement d'acquisition. De plus, mon cabinet déposera immédiatement une ordonnance de blocage contre tes avoirs personnels. Chacun de tes comptes bancaires sera complètement gelé avant même que les marchés financiers n'ouvrent mardi matin. Hugo a replongé la main dans sa mallette, en a sorti une simple feuille de papier ainsi qu'un stylo en argent hors de prix, et a délibérément fait glisser le document sur la table basse en verre vers moi. C'est un accord de procuration totale, a-t-il menacé doucement. Signe ce document tout de suite, accordant légalement à ton père l'autorité complète pour gérer tes actifs d'entreprise, et j'annulerai personnellement le procès massif. Nous t'autoriserons généreusement à conserver 20% du paiement final. Refuse et tu te réveilleras entièrement ruiné d'ici mardi matin. J'ai baissé les yeux sur le document juridique agressif posé parfaitement sur la table en verre. L'audace pure de leur plan malveillant et hautement coordonné était absolument écœurante. Ils essayaient littéralement d'utiliser agressivement une faille juridique complètement fabriquée et incroyablement faible pour voler entièrement la sueur, les larmes et les souffrances intenses que j'avais complètement déversées dans ma start-up technologique pendant les 3 dernières années. Ils pensaient sincèrement pouvoir utiliser un vieil ordinateur portable d'enfance entièrement obsolète et une connexion Internet sans fil familial basique pour invalider complètement mon génie personnel et me dépouiller légalement. Hugo se tenait là, l'air incroyablement suffisant, s'attendant pleinement à ce que j'éclate en larmes terrifiées et impuissantes et que je saisisse immédiatement le lourd stylo en argent. Il pensait que la menace sévère et lourde d'une injonction judiciaire massive briserait complètement mon esprit. Chloé a croisé les bras et a poussé un lourd et dramatique soupir, levant agressivement les yeux au ciel et exigeant complètement que j'arrête d'être si têtu et que je signe juste ce stupide papier pour qu'ils puissent tous enfin rentrer chez eux extrêmement riches. Guillaume a sorti son smartphone hors de prix, ignorant complètement le fait qu'il était bien passé minuit. Il a en fait commencé à composer avec assurance les numéros des membres de son conseil d'administration, pleinement prêt à leur promettre avec arrogance une injection massive de capital liquide d'ici mardi matin pour sauver complètement son empire de détail défaillant. Il croyait sincèrement que Hugo avait réussi à me coincer dans une soumission juridique absolue. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas frénétiquement argumenté sur combien j'avais personnellement payé pour mes propres factures Internet ou sur la façon dont j'avais complètement mis à jour mon matériel informatique entièrement avec mon propre argent il y a des années. Je n'ai pas gaspillé un seul souffle précieux à essayer de débattre sans fin de l'absurdité pure et absolue de ces revendications juridiques d'amateurs. Au lieu de cela, j'ai senti un sourire lent, hautement calculé, et complètement glacial s'étendre entièrement sur mon visage. C'était le sourire calme et extrêmement terrifiant d'un bourreau regardant un homme condamné et trop confiant nouer avec enthousiasme sa propre corde. L'apparition soudaine et hautement inattendue de mon sourire glaçant a semblé perturber gravement Hugo. Il a légèrement froncé les sourcils, son arrogance professionnelle et polie glissant pendant une simple fraction de seconde. Il a agressivement poussé le stylo en argent cher un peu plus près de moi, tapotant impatiemment son doigt contre la table basse en verre une fois de plus pour exiger ma conformité totale et immédiate.
J'ai croisé fermement mes bras sur ma poitrine et j'ai tourné mon attention absolue et indivise entièrement sur mon beau-frère incroyablement arrogant. Tu es un avocat d'affaires hautement prospère et largement respecté, n'est-ce pas, Hugo, ai-je demandé, ma voix parfaitement calme et complètement, entièrement dénuée de la moindre peur. Tu te vantes constamment de ton statut d'associé principal dans ton cabinet d'avocat très prestigieux. Tu t'assures absolument toujours que tout le monde dans cette famille sait exactement à quel point tu es soi-disant brillant et impitoyable dans un grand tribunal. Hugo a froncé les sourcils. Encore plus profondément, son sourire très confiant vacillant entièrement. Il a nerveusement ajusté sa veste de costume sur mesure, clairement profondément confus par mon changement de ton soudain et complètement intrépide. Oui, je le suis, a-t-il répondu de manière très défensive. Et c'est exactement pourquoi tu as absolument besoin de signer ce document ce soir, Camille. Tu ne peux pas espérer gagner une immense bataille juridique contre mon cabinet tout entier. J'ai laissé échapper un petit rire, complètement dénué d'humour, qui a résonné agressivement dans la suite d'Hôpital silencieuse. Si tu as vraiment un esprit juridique si brillant, ai-je continué, faisant un pas lent et hautement délibéré directement vers lui, alors j'ai une question professionnelle très simple et incroyablement basique pour toi. Avant de te précipiter frénétiquement dans ton bureau ce soir pour rédiger misérablement cette énorme lettre d'extorsion illégale, as-tu réellement fait ta diligence raisonnable obligatoire? T'es-tu connecté au portail public de l'Institut national de la propriété industrielle, INPI? As-tu réellement pris 5 minutes sur ton emploi du temps incroyablement chargé pour rechercher officiellement le propriétaire enregistré de mon algorithme d'intelligence artificielle pour chaîne d'approvisionnement? La chambre d'hôpital est devenue complètement et terriblement immobile. L'excitation avide qui irradiait fortement de mes parents a soudainement et entièrement disparu, lourdement remplacée par une incertitude soudaine, glaçante et étouffante. Guillaume a lentement abaissé son smartphone hors de prix, ses yeux lançant des regards faux entre moi et Hugo. Chloé a complètement décroisé les bras, son expression hautement suffisante se tordant violemment en une confusion profonde et terrifiée. Hugo m'a dévisagé, ses yeux sombres se rétrécissant instantanément alors qu'il essayait rapidement d'assimiler ma question. Une minuscule et très visible goutte de sueur froide est apparue soudainement et entièrement sur son front. Tu n'as pas réellement vérifié le registre officiel, n'est-ce pas, Hugo, ai-je demandé, me penchant légèrement en avant, égalant parfaitement sa posture agressive de tout à l'heure. Tu as rédigé une action en justice massive revendiquant faussement 80% de la propriété d'un produit technologique sans même vérifier qui détient réellement le brevet légal. Un véritable avocat d'affaires, hautement compétent, aurait vérifié la base de données officielle en premier lieu. Hugo est resté complètement figé. Il s'est violemment retourné et a saisi agressivement son élégante mallette en cuir. Il a ouvert avec force les loquets métalliques et a pratiquement arraché son ordinateur portable en argent très cher du sac. Il a placé l'ordinateur directement sur la table en verre et a violemment ouvert l'écran. Ses mains tremblaient si incroyablement fort qu'il pouvait à peine taper le mot de passe. La pièce silencieuse fut instantanément remplie du cliquetis frénétique et terrifié de ses doigts frappant agressivement le clavier alors qu'il naviguait désespérément vers le portail officiel. La lueur bleue éclatante de l'écran d'ordinateur a vivement illuminé le visage de Hugo, mettant fortement en évidence les lourdes gouttes de sueur nerveuse qui recouvraient maintenant complètement son front. La chambre d'hôpital est tombée dans un silence lourd, étouffant et entièrement terrifiant. Guillaume a complètement arrêté de composer son numéro de téléphone. Élise et Chloé se sont penchés lourdement en avant, leurs yeux complètement fixés sur Hugo, attendant désespérément qu'il déclare fièrement qu'il m'avait attrapé avec succès dans un énorme et pathétique mensonge. Hugo a agressivement tapé le nom technique très spécifique de mon algorithme d'intelligence artificielle pour la logistique directement dans la barre de recherche officielle et a violemment appuyé sur la touche Entrée. Il s'est penché extrêmement près de l'écran, retenant physiquement son souffle alors qu'il attendait désespérément que l'immense base de données charge les dossiers de propriété légale officielle et indéniable. Alors que les documents juridiques officiels se matérialisaient enfin sur la page numérique, l'expression suffisante et hautement arrogante a complètement et entièrement disparu de son visage. Elle a été entièrement remplacée par un regard de terreur pure, non altéré et absolu. Toute la riche couleur s'est instantanément retirée des joues de Hugo, laissant sa peau incroyablement maladive et pâle sous les lumières crues et impitoyables de l'hôpital. Il a laissé échapper un halètement bref et hautement pathétique, exactement comme si quelqu'un venait de le frapper physiquement directement dans le ventre. Il a rapidement et désespérément tendu la main et a violemment cliqué sur le bouton d'actualisation du navigateur Internet, refusant complètement de croire réellement les mots en gras qui le fixaient agressivement en retour. Ses mains ont commencé à trembler de manière complètement incontrôlable.
Sa montre en or lourde et chère a cliqueté bruyamment contre la table en verre. L'avocat d'affaires très confiant et incroyablement impitoyable qui venait de menacer agressivement de geler entièrement toute mon existence financière tremblait maintenant violemment comme un enfant complètement effrayé et impuissant. « Qu'est-ce qu'il y a, Hugo ?» a demandé violemment mon père, faisant un pas incroyablement impatient et agressif vers la table basse en verre. Guillaume devenait incroyablement agacé par le retard soudain et hautement inattendu. « Arrête de regarder fixement l'écran de l'ordinateur et imprime ce que tu as besoin d'imprimer légalement. Nous devons absolument terminer cette paperasse de procuration tout de suite. Mon conseil d'administration m'attend littéralement au téléphone. » Hugo n'a pas bougé un seul muscle. Il n'a pas cherché son stylo en argent coûteux, et il n'a définitivement imprimé aucun autre document juridique. Il a lentement et douloureusement arraché ses yeux terrifiés de l'écran de l'ordinateur portable et a regardé directement mon père. Il a ouvert sa bouche sèche pour parler, mais aucun son n'en est sorti au début. Il a dû déglutir incroyablement fort juste pour retrouver sa voix complètement brisée. « Guillaume » a finalement murmuré Hugo, sa voix complètement brisée et entièrement dépourvue de toute autorité juridique professionnelle. « Le brevet ? Le brevet n'est absolument pas enregistré sous son nom. »« De quoi diable parles-tu » a aboyé agressivement mon père, croisant ses bras lourds d'un air complètement en colère. Il ne comprenait clairement pas le désastre juridique massif et absolu qui se déroulait agressivement juste devant lui. Bien sûr qu'il est à son nom. Elle a écrit le foutu algorithme dans ma maison. Dépose juste rapidement l'injonction et saisis légalement l'actif comme tu me l'as promis. Tu ne comprends complètement pas, a balbutié frénétiquement Hugo, reculant d'un grand pas de l'ordinateur portable exactement comme si la machine en argent lui avait gravement brûlé les mains. Je ne peux absolument pas déposer une injonction contre ce brevet hautement protégé. Guillaume, Camille ne possède plus légalement le logiciel d'intelligence artificielle. Le registre officiel indique clairement que la propriété intellectuelle a été entièrement transférée et entièrement absorbée il y a 3 ans. Hugo a pris une respiration lourde et désespérée. Guillaume est resté complètement et entièrement pétrifié au beau milieu de la chambre d'hôpital. Le smartphone coûteux qu'il tenait lâchement a complètement glissé de ses doigts et a atterri doucement sur la moquette épaisse. Il n'a même pas pris la peine de le ramasser. Parce que l'argent massif qui a fait la une des nouvelles ce soir n'était absolument pas un prix de vente, ai-je calmement expliqué, un sourire froid et hautement triomphant s'étendant complètement sur mon visage. Quand j'ai vendu avec succès le brevet à Zenith Global il y a 3 ans, nous avons fortement structuré l'accord d'entreprise avec une clause de complément de prix massive et sans précédent, basée sur les performances, earn-out. Le 1,2 milliard n'est que mon immense bonus de performance, fortement lié à mon contrat de travail personnel. Ta revendication juridique ridicule concernant un ordinateur portable vieux de 10 ans est complètement et entièrement invalide. Ton injonction judiciaire est un déchet absolu. Les jambes de Hugo ont complètement lâché sous lui. Il s'est pratiquement et lourdement effondré sur le canapé en cuir moelleux à côté de sa femme terrifiée, tenant sa tête en sueur dans ses mains qui tremblaient violemment. Il était entré dans cette chambre d'hôpital privée en croyant fermement qu'il était un brillant prédateur juridique. Mais il venait de découvrir brutalement qu'il n'était absolument rien de plus qu'une minuscule fourmi se tenant directement dans la lourde ombre d'un géant massif et extrêmement impitoyable. J'ai regardé Hugo s'effondrer complètement en une loque pathétique et entièrement silencieuse sur le canapé en cuir coûteux. La menace immédiate et hautement agressive de son action en justice entièrement ridicule était complètement et définitivement neutralisée. Il n'avait absolument aucun levier juridique et absolument aucun pouvoir restant. Mais je n'avais absolument pas fini. Survivre simplement à leur tentative pathétique et mal planifiée d'extorsion légale n'avait jamais été mon but ultime final pour ce soir. Je n'avais pas conduit agressivement jusqu'à cet hôpital dans le froid glacial juste pour défendre avec succès ma propre richesse. J'étais venu ici spécifiquement pour démanteler activement et systématiquement la leur. Je détournais lentement mon attention complète et indivise entièrement de mon beau-frère totalement vaincu et me concentrais lourdement sur mon père. Guillaume se tenait toujours exactement au même endroit, fixant complètement d'un regard vide son smartphone tombé sur la moquette. Sa lourde poitrine se soulevait agressivement de respirations erratiques et paniquées alors que son cerveau vieillissant tentait désespérément de traiter pleinement le fait horrifiant que son sauvetage milliardaire massif et hautement anticipé était une illusion absolue et complète. Le tyran d'entreprise hautement arrogant avait entièrement disparu, laissant complètement derrière lui un homme très désespéré et gravement vieillissant, se noyant rapidement dans une dette d'entreprise massive et insurmontable. Je fis un pas lent et hautement délibéré directement vers lui. Le silence lourd et étouffant de la pièce passa violemment d'un choc pur à une terreur profonde et intensément rampante.
Élise recula intuitivement d'un pas très terrifié, s'éloignant complètement de son mari comme si elle pouvait ressentir physiquement l'explosion massive imminente. Tu as vraiment pensé que tu pouvais juste claquer des doigts et prendre agressivement mon argent, Guillaume, ai-je demandé, ma voix tombant lourdement dans un murmure froid et hautement dangereux qui porta parfaitement et entièrement à travers la suite d'hôpital silencieuse. Tu pensais que l'univers te récompensait juste au hasard avec un package de sauvetage financier magique et parfait juste avant que ton empire de vente au détail ne s'effondre officiellement. Tu ne comprends complètement pas comment un énorme accord d'entreprise basé sur les performances fonctionne réellement, n'est-ce pas? Guillaume se força enfin à lever les yeux directement vers moi. Ses yeux étaient complètement et entièrement creux. Il secoua lentement sa lourde tête, entièrement incapable de former une seule phrase cohérente. Laisse-moi t'expliquer explicitement les détails exacts et hautement spécifiques de mon contrat massif avec Zenith Global, ai-je continué, faisant un autre pas lent et plus proche jusqu'à ce que je me tienne juste en face de lui. Un paiement massif de cette ampleur incroyablement historique nécessite un retour sur investissement complètement massif et entièrement sans précédent pour la société mère. Zenith Global est une machine corporative complètement impitoyable. Il ne se soucie absolument pas des liens familiaux ou de l'héritage. J'ai légèrement penché la tête et lui ai offert le sourire absolument le plus froid et le plus impitoyable que je pouvais rassembler. Sais-tu vraiment quelle était la condition hautement spécifique et non négociable pour que Zenith Global autorise officiellement mon paiement massif ce soir, ai-je demandé, regardant joyeusement la dernière goutte restante de couleur s'écouler complètement du visage de mon père. Mon intelligence artificielle ne devait pas seulement rendre Zenith Global légèrement plus rapide ou légèrement plus efficace. Elle devait complètement, impitoyablement, et entièrement dominer le marché. Mon algorithme devait optimiser avec succès leur chaîne d'approvisionnement mondiale tout en écrasant simultanément et entièrement le réseau logistique de leur plus grand concurrent régional. J'ai laissé ces mots lourds et incroyablement destructeurs suspendus intensément dans l'air stérile pendant un long moment. Guillaume me fixa, sa respiration incroyablement superficielle et follement erratique. Son esprit commençait enfin à relier profondément les points terrifiants et indéniables que j'avais très patiemment disposés pour lui. As-tu honnêtement passé les 6 derniers mois complètement et entièrement aveugle à ce qui arrivait réellement à ton précieux empire de vente au détail, ai-je demandé, mon ton complètement et entièrement dépourvu de la moindre pitié. Tu as agressivement blâmé tes pertes financières massives sur un ralentissement économique temporaire, mais au fond de toi. Tu devais absolument savoir que les défaillances soudaines et complètement catastrophiques à travers toute ta structure d'entreprise étaient entièrement et beaucoup trop parfaitement synchronisées. J'ai regardé ses yeux s'écarquiller dans une horreur absolue et non altérée alors que la vérité indéniable commençait enfin à s'installer pleinement. Ce n'était absolument pas de la malchance, Guillaume, ai-je chuchoté, mes mots tranchant agressivement à travers la pièce silencieuse exactement comme une lame gelée et incroyablement tranchante. C'était entièrement moi. Mon algorithme hautement sophistiqué a systématiquement analysé chaque vulnérabilité de ton réseau logistique sévèrement obsolète et l'a intentionnellement et parfaitement démantelé pièce par pièce. Mon intelligence artificielle a prédit parfaitement tes itinéraires d'expédition, a court-circuité agressivement tes offres de transport, et a rapidement racheté l'espace d'entrepôt commercial exact dont tu avais désespérément besoin. Elle a complètement étranglé ta chaîne d'approvisionnement jusqu'à ce que ton entreprise soit entièrement étouffée. Guillaume a ouvert la bouche, mais il n'a pas pu former un seul mot cohérent. Ses mains ont commencé à trembler visiblement et violemment sur ses côtés. Tu pensais que tu menais courageusement une bataille massive et perdue d'avance contre le marché moderne de la vente au détail, ai-je conclu. Mais tu combattais en réalité farouchement mon code silencieux, et tu n'as absolument jamais eu l'ombre d'une chance. Je n'ai pas seulement construit légalement un produit à 1 milliard d'euros. J'ai activement construit l'arme numérique parfaite et exacte qui a entièrement détruit tout ton héritage. L'ampleur terrifiante et absolue de ma confession brutale flotta lourdement dans l'air stérile de l'hôpital. Exactement comme un poids physique massif. Guillaume a trébuché agressivement en arrière, ses genoux cédant finalement complètement. Il s'est lourdement effondré sur le canapé en cuir moelleux juste à côté de Hugo, fixant complètement le sol d'un regard vide. Il était entièrement et indéniablement sans voix. L'horrible et indéniable vérité était bien plus dévastatrice que n'importe quelle menace légale ou faillite soudaine. Il avait passé agressivement les 6 derniers mois à hurler violemment sur ses directeurs régionaux et à licencier complètement ses cadres supérieurs. Il avait blâmé agressivement l'économie nationale chancelante, les tendances changeantes de la vente au détail moderne, et la main-d'œuvre paresseuse. Mais le véritable architecte sans faille de sa disparition corporative complète et indéniable était la même fille exacte qu'il avait implacablement moquée et complètement rejetée.
Chacune de ces défaillances logistiques massives était un mouvement algorithmique parfaitement calculé et entièrement légal. J'avais systématiquement étouffé la vie absolue de son précieux empire de détail, entièrement dans les strictes limites légales du marché libre. Guillaume leva ses mains violemment tremblantes et les pressa fortement contre le centre de sa poitrine. Sa respiration n'était plus le halètement calculé et hautement dramatique d'une fausse urgence médicale. C'était un halètement rapide, superficiel et complètement terrifiant pour chercher de l'oxygène réel. La dette massive qu'il avait accumulée agressivement au cours de la dernière décennie ne pouvait plus être lourdement cachée. Les grandes banques réclameraient absolument leurs prêts massifs d'ici demain matin, et ces actions d'entreprise deviendraient du papier numérique entièrement sans valeur. Mais le cauchemar absolu ne s'arrêtait pas là. Chloé s'élança agressivement en avant, ses talons de créateur coûteux glissant bruyamment sur les documents juridiques éparpillés recouvrant complètement le sol. Elle attrapa les revers du costume sur mesure de Hugo, le secouant violemment. « Fais quelque chose » hurla-t-elle violemment, sa voix craquant lourdement sous le poids immense de sa soudaine pauvreté absolue. « Tu es un avocat d'affaires, Hugo. Poursuis-les. Récupère l'argent de mon père avant l'ouverture des banques. » Hugo ne bougea pas pour tenir confortablement sa femme très hystérique. Il fixa simplement le mur de l'hôpital d'un regard vide alors qu'une réalisation complètement nouvelle et bien plus destructrice s'écrasait violemment directement dans son esprit. Il n'était pas seulement un consultant juridique externe. Il était le conseiller juridique officiel interne de l'entreprise. L'entreprise de ton père est complètement morte, a rugi agressivement Hugo en retour, repoussant violemment Chloé. Son algorithme nous a complètement massacrés. Chaque action de capital que je possède est officiellement un déchet toxique. Nous avons des millions d'euros de dettes d'entreprise, et je suis l'idiot légal qui a personnellement et officiellement signé ces prêts bancaires. La gravité absolue de sa stupidité totale a commencé à l'étouffer physiquement, car Hugo était le principal responsable juridique. Il était celui qui avait complètement rédigé les projections financières frauduleuses pour tenir les créanciers agressifs à distance pendant les 6 derniers mois. Lorsque la dette corporative massive serait officiellement en défaut demain matin, l'autorité des marchés financiers et les banques en colère écarteraient immédiatement la personnalité morale et s'en prendraient directement à Hugo pour fraude financière massive. Les grandes banques vont agressivement prendre la maison, Chloé, a rugi Hugo, perdant entièrement la tête. Elles vont prendre les voitures de luxe et les abonnements au country club. Je vais être radié du barreau de façon permanente et lourdement poursuivi pour fraude d'entreprise parce que j'ai activement aidé ton père à mentir aux régulateurs financiers. Chloé s'est laissée tomber lourdement à genoux sur la moquette coûteuse, tirant agressivement ses cheveux blonds et gémissant de terreur pure et non altérée alors que la réalité absolue de sa nouvelle vie complètement appauvrie s'installait enfin. Guillaume leva lentement sa lourde tête et me regarda directement. Le riche dirigeant d'entreprise qui avait passé agressivement toute sa vie à exiger une obéissance absolue était maintenant complètement brisé. Il poussa avec force son corps lourd pour quitter entièrement le canapé et s'effondra complètement à genoux sur le sol. « Camille, s'il te plaît, a chuchoté Guillaume, sa voix craquant violemment en un gémissement pathétique et aigu. Je t'en supplie absolument. Tu dois complètement me sauver. Tu dois racheter agressivement l'entreprise de vente au détail ce soir. Tu peux absorber lourdement la dette corporative massive. Ne laisse juste pas les banques prendre agressivement ma maison et me jeter directement en prison. » Élise sortit complètement de son état de paralysie, lâchant un sanglot bruyant et très laid. Elle rampa frénétiquement à travers la pièce et se jeta sur le sol juste à côté de Guillaume. Elle tendit agressivement ses mains tremblantes et s'agrippa désespérément au bord inférieur de mon manteau d'hiver, s'accrochant au lourd tissu exactement comme une femme qui se noie. « Tu ne peux complètement pas nous laisser absolument tout perdre, Camille, a sangloté lourdement Élise de manière hystérique, ruinant entièrement son maquillage de soirée coûteux. Nous sommes ta famille. Nous sommes ta propre chair et ton propre sang. Tu ne peux absolument pas abandonner violemment tes propres parents alors que nous avons profondément et le plus besoin de toi. Sauve-nous. » Ils étaient à genoux en train de prier un Dieu de richesse absolue, ignorant complètement le fait qu'ils priaient directement la même personne exacte qu'ils avaient passé 3 décennies à essayer lourdement de détruire. J'ai regardé directement les 2 personnes incroyablement pathétiques agenouillées lourdement sur le sol de l'hôpital. J'ai regardé leurs larmes désespérées tremper profondément la moquette stérile. Ils s'attendaient totalement et complètement à ce que je sois la même petite fille faible et hautement obéissante que j'étais quand je vivais complètement sous leur toit toxique. Ils pensaient sincèrement que la lourde culpabilité biologique finirait par me briser, me forçant à céder magiquement des centaines de millions d'euros pour couvrir lourdement leurs crimes financiers massifs.
Je n'ai pas bougé un seul muscle compatissant pour les aider. Achetez votre entreprise complètement pourrie, Guillaume, ai-je demandé, ma voix résonnant agressivement exactement comme du verre qui se brise lourdement dans la pièce silencieuse. Tu veux réellement que je prenne complètement mon argent durement gagné et que je l'injecte de force directement dans une coquille vide massive? Tu veux que j'achète un empire de détail complètement mort qui n'a absolument aucun actif de valeur et des dizaines de millions d'euros de dettes cachées hautement frauduleuses? C'est un suicide financier complètement et absolument total. Guillaume a tressailli violemment exactement comme si je lui avais donné un coup de pied physique directement dans la poitrine. Tu t'es assis agressivement dans cette salle à manger privée très chère il y a exactement 48 heures, ai-je continué, arrachant complètement mon manteau d'hiver avec force de la prise désespérée d'Élise. Tu m'as dit violemment que je n'avais absolument aucun droit de mettre un pied dans ta maison. Tu m'as dit complètement que j'étais entièrement inapte à m'asseoir à ta table parce que j'étais un échec embarrassant. Tu as tout à fait raison, Guillaume. Je ne m'assieds absolument pas à la même table que des criminels ruinés. Élise a lâché un autre gémissement hystérique, incroyablement aigu, s'affaissant complètement en avant sur le sol, sa robe de créateur coûteuse maintenant entièrement couverte de saleté d'hôpital. Tu n'as complètement pas le droit de jouer faussement la carte de la mère aimante ce soir, Élise, ai-je dit, ma voix tombant lourdement dans un murmure complètement glacial. Tu n'as jamais réellement voulu d'une fille profondément aimante. Tu voulais seulement lourdement un accessoire silencieux et hautement obéissant. Et maintenant que la justice vient enfermer de manière permanente ton mari complètement frauduleux, tu te souviens soudainement et magiquement comment pleurer de vraies larmes. Ton amour maternel hautement toxique est complètement en faillite. Il n'a absolument aucune valeur pour moi, et il ne peut certainement pas acheter lourdement un plan de sauvetage d'entreprise massif. J'ai déplacé complètement mon regard froid vers le canapé en cuir où Chloé pleurait toujours violemment de manière incontrôlable dans ses mains tremblantes. Tandis qu'Hugo était assis, terrifiant et complètement catatonique de peur absolue. Vous vouliez lourdement que je rembourse généreusement ces énormes dettes, leur ai-je fortement rappelé, assez fort pour que toute la pièce puisse entendre clairement. Mais demain matin, le monde entier va savoir très clairement quel genre d'entreprise corrompue et complètement illégale vous dirigez réellement. Hugo va avoir désespérément besoin d'un avocat pénaliste très cher. J'ai fait un pas lent et hautement délibéré complètement en arrière vers la lourde porte en bois. Je ne vais absolument pas acheter aveuglément votre entreprise en putréfaction, ai-je annoncé, portant le coup final et complètement indéniable. Je vais me réveiller joyeusement demain matin dans mon bel appartement et regarder avec impatience les informations financières mondiales. Je vais regarder avec joie les autorités vous arrêter agressivement, toi et Hugo, pour avoir sévèrement menti aux banques. Vous m'avez dit avec une grande confiance que je reviendrai rapidement ramper vers vous en mendiant une aide pathétique. Mais les seules personnes hautement désespérées qui rampent sur le sol ce soir, c'est vous. Je n'ai pas attendu que Guillaume formule frénétiquement une autre excuse pathétique et entièrement inutile. J'ai simplement tourné le dos complètement à la pièce entière et chaotique, j'ai tendu le bras et j'ai tiré la lourde porte en bois pour l'ouvrir complètement. La symphonie chaotique et frénétique de leur désespoir absolu et totalement complet m'a lourdement suivi pendant une seconde brève et incroyablement satisfaisante. J'ai marché directement dans le couloir de l'hôpital calme et hautement stérile et j'ai laissé complètement la lourde porte se refermer avec force entièrement derrière moi. Le cliquetis incroyablement sec et parfaitement métallique du loquet se mettant complètement en place a été le son absolu le plus magnifique que j'ai jamais véritablement entendu. C'était le son absolu d'une fermeture totale et permanente. J'ai marché tout au long du couloir brillamment éclairé et j'ai poussé entièrement les portes coulissantes principales en verre du hall, sortant lourdement dans la nuit glaciale de l'hiver parisien. Le froid vif et lourdement mordant a complètement frappé mon visage instantanément, mais je me sentais incroyablement pur. J'ai levé les yeux directement alors que les feux d'artifice massifs et dorés pleuvaient lourdement et complètement sur la ligne d'horizon de la ville. J'ai ressenti une vibration soudaine et hautement prononcée au fond de la poche de mon manteau d'hiver. J'ai sorti mon smartphone et j'ai complètement déverrouillé l'écran lumineux. C'était une notification hautement sécurisée et complètement cryptée de mon institution bancaire privée offshore. Le transfert massif avait été validé avec succès. Un chiffre massif et historique à 10 chiffres reposait officiellement en sécurité sur mes comptes liquides personnels. Juste en dessous, un email hautement professionnel confirmait lourdement que mon jet privé de luxe était complètement approvisionné en carburant et attendait directement sur la piste de l'aéroport du Bourget pour m'emmener lourdement et entièrement à Saint-Barthélemy. Une voiture de luxe profilée et complètement noire s'est arrêtée silencieusement et agressivement sur le trottoir de l'hôpital, exactement juste devant moi. Le chauffeur en uniforme est sorti complètement et a ouvert très respectueusement la porte arrière.
Je suis monté directement dans l'intérieur chaud et incroyablement luxueux, laissant complètement et définitivement les lourds fantômes de mon passé derrière moi. J'étais complètement et absolument libre. Je suis parti alors qu'ils perdaient absolument tout, les laissant entièrement sur le sol de l'hôpital affronter lourdement et complètement seuls les régulateurs financiers agressifs.